et bienvenue. Merci d'être là à ce premier numéro de Presse Éco. Comme vous le savez, de l'an 2021, bien sûr. Et comme vous le savez, Presse Éco, c'est notre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour décrypter tous ces faits de la société au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons évoquer quelques sujets au plan national, surtout au plan national. Nous parlerons d'abord de la réélection de M. Bala Alassane Sakandé à l'Assemblée nationale. On a bien suivi bien sûr le vote qui s'est passé. On va donc décrypter cet événement-là. Et puis nous parlerons en second sujet. Il s'agira du discours du nouvel an, du discours du nouvel an du président du Faso, discours qui en tout cas fait beaucoup de révélations. On va donc revenir sur cela également. Et puis, troisième sujet, il s'agit de la Covid-19, mais cette fois-ci, on ne parlera pas que de la maladie, mais aussi de cette affaire dite du professeur Martial Ouedraogo. Et puis, on terminera par se poser une question de perspective. Quel gouvernement pour les Burkinabés, avec bien entendu cette attente impatiente, bien sûr, de la nomination du Premier ministre et du gouvernement qui va bientôt arriver. Nous allons donc revenir sur tous ces sujets-là et puis donner également notre avis sur quel gouvernement pour les Burkinabés. On va commencer donc cette émission. Je vous présente mes invités. À ma droite, Lengani Issaka. Lengani Issaka, il est donc journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci, Lengani, d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du CEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être là. Et puis, juste à la gauche d'Évariste Concebo, Atiana Sergio Oulon, il est donc journaliste, directeur de publication de l'événement bimensuel d'enquête et d'investigation. Il est également auteur. Merci d'être là, Atiana. Et puis enfin, dernier invité sur ce plateau, André Eugène Ilboudo, il est donc directeur de la radio des écoles. Avec eux, nous allons donc faire ce temps d'antenne. Aujourd'hui, nous revenons donc sur ces sujets-là qui ont marqué donc cette actualité. Mais avant, on commence avec un événement. Ça fait partie de l'histoire du Burkina Faso. Il s'agit du 3 janvier 1966, soulèvement populaire qui a vu donc le départ du premier président Maurice Yamégo. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'histoire, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut penser comme bilan de tout ce qui s'est bien passé? On sait que le soulèvement n'a pas eu lieu parce que ça a forcément eu lieu parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre histoire? Est-ce que c'est des acquis qu'on a pu prendre en compte pour notre évolution politique? On va commencer avec Atiana. Oui, je crois que c'est une date historique, ça fait déjà 55 ans. Et ça fait partie de la mémoire aussi de la nation. Et je pense que ce sont des périodes, ou du moins c'est une date qui est inscrite en fait dans l'histoire du pays, parce que dans tous les cas, il y a eu des conséquences après sur l'évolution de la marche du pays. Et au-delà des polémiques et de tout ce qu'il y a, qu'on peut dire, je pense que ce sont des périodes ou du moins des dates qui contribuent aussi à façonner la nation burkinabé, parce que la nation burkinabé est en construction. Et ce sont des périodes 3 janvier 1966, bien avant il y a eu d'autres périodes, d'autres dates, et par la suite il y a eu d'autres événements également qui contribuent à façonner notre mémoire collective, et c'est tout cela qui fait aussi le processus de construction de la nation burkinabé. C'est comme cela, moi, je retiens un peu cette date historique, le 3 janvier 1966. D'accord. Avant que je demande à André Eugène Ilboudo, qui est peut-être certainement plus vieux sur ce plateau, de nous dire concrètement, de nous rappeler peut-être les faits qui ont poussé à ce soulèvement pour les jeunes générations, mais également, est-ce que quand on regarde le 3 janvier, c'était un soulèvement populaire, et après, on a eu un cycle de pouvoir militaire. Est-ce que ça voudrait dire que cette ferveur démocratique ou cet élan démocratique à un moment donné n'a pas pu assurer le reste non, je crois il y a plusieurs enseignements à tirer. Déjà, il faut faire observer qu'à la suite du soulèvement, il y a eu quand même 2 républiques, la deuxième et la troisième, même si après il y a eu des interruptions par la suite. Et des républiques avec des militaires, bien sûr. Ah oui, mais ce sont des républiques. Je pense que ce sont des éléments aussi qu'on ne peut pas contester. Dans tous les cas, il y a eu des républiques. On était dans un contexte précis où forcément on n'est pas en 2021 ou 2020 avec des interdictions pour les militaires et ainsi de suite. Et je crois que ce sont des éléments qui sont là. La deuxième et la troisième république, ça existait au Burkina. On ne peut pas contester ces éléments de fait là. Maintenant, l'autre élément
est-ce que ça a profité au Burkina ou ça n'a pas profité? C'est pour cela, à l'entame en fait, de mon propos, quand vous m'avez interrogé, je disais que moi, je préfère personnellement inscrire cela dans le fait que ça contribue à façonner la nation burkinabé, parce que la nation est en construction, le citoyen burkinabé est en construction, et je pense que le 3 janvier 66 est un de ces éléments-là. L'autre élément par rapport à la construction démocratique, parce que je crois que la construction démocratique, ce n'est pas seulement que l'organisation régulière d'élections, mais c'est aussi l'éveil des consciences, la possibilité pour chaque citoyen de croire en ses capacités de faire changer en fait la donne. Et je pense que cette question de mobilisation aussi le 3 janvier 66, sous l'impulsion des syndicats, parce que c'est ressorti à l'époque, c'était vraiment les structures syndicales. Je crois que c'est une donne à prendre en compte aussi par rapport à la capacité à l'éveil des consciences. Parce que si on se rappelle du contexte où on était dans des contextes de partis uniques, je pense que c'est pas rien dans l'histoire du pays. Et ça fait une exception du reste à l'époque qu'on arrive au bout d'une mobilisation, quoi qu'on peut dire, qu'un président qui a été élu avec près de 100% de voix, voilà, puisse plier soit renversé quelque temps après. Donc, André Génigoudou. Bon, écoutez, vous m'avez demandé de parler un petit peu d'histoire. En 1966, j'étais encore élève au primaire. J'ai eu l'avantage qu'en 1963, le président Yamouro est venu dans le plus beau village du Burkina, Saponé. Et en serrant les mains, je me rappelle que j'ai tendu mon moyen et j'ai eu la chance qu'il m'a serré la main. Donc, mais bon, on disait le président a salué, etc. Mais cela dit, pour l'histoire, il faut rappeler que le 3 janvier 1966 est arrivé comme événement parce qu'à ce moment, les représentants des syndicats et d'autres personnes refusaient que le pouvoir soit personnalisé par une personne. Il faut vous rappeler que pendant que les gens criaient famine et qu'on avait demandé aux gens de se serrer la ceinture pour construire l'État parce que les caisses étaient vides, on se rappelle que le président Maurice Yamouro était allé en lune de miel avec une nouvelle femme qu'il venait de marier. Et quand il est venu, qu'il a demandé aux gens de se serrer la ceinture pour donner les impôts, les gens ont refusé. Et ensuite aussi, on disait que le pouvoir était un petit peu familial parce qu'il y avait son petit frère qui donnait des ordres et des instructions à des gens et puis parlait mal aux gens. Ça, c'est pour l'histoire. Je crois que ce que les Burkinabés doivent tirer comme leçon, c'est peut-être dire que les Burkinabés n'aiment pas que les gens utilisent le pouvoir pour martyriser les autres. Et on devrait tirer leçon de ça. Malheureusement, mis à part quelques présidents de la République, notamment comme le président Lemizana qui a été le bon père de famille, et puis peut-être d'autres intermèdes de République, c'est quand le pouvoir a voulu, ceux qui personnifient le pouvoir d'État, a voulu le confisquer à leur profit, au profit de leur clan, que les gens se sont rébellés. Et ça, c'est l'histoire que les gens devraient pouvoir retirer pour dire le pouvoir, c'est avant tout un service. Le pouvoir n'est pas là pour que quelques-uns s'en approprient, s'en accaparent au détriment des autres. Mais André Génigoudou, quand on regarde ça aussi, ça c'est la peinture peut-être de ceux qui ont vu une gouvernance qui n'est pas aux normes, peut-être ou qui ne correspond pas, mais il y a aussi un côté, on se rappelle que le président Maurice Yamouro était le premier à faire partie de l'armée française, c'est historique, il était le premier à créer une télé en Afrique, Votre Vision. Oui. Ce sont des éléments quand même historiques. Non, je ne veux pas dire qu'en faisant l'insurrection populaire, non. Vous savez ma position sur l'histoire, et peut-être qu'on va en reparler tout de suite. Ma position pour l'histoire, c'est qu'on ne gomme pas l'histoire. On ajoute des choses à l'histoire. Malheureusement, les Burkinabés ont tendance à gommer l'histoire. Ça veut dire que le président ou bien la personne qui gagne le pouvoir arrive, il estime que le Burkina a commencé avec lui et ceux qui étaient là avant n'ont rien fait. Et on va en reparler tout de suite avec l'affaire de la débaptisation. Mais je ne vais pas dire qu'en faisant un soulèvement populaire, les gens ne reconnaissent pas le mérite du président Yamouro. Parce que quand même, comme vous l'avez si bien dit, il ne mettait personne en prison. Il ne martyrisait pas. En fait, le reproche que les gens lui faisaient simplement, c'est de demander aux gens de se serrer la ceinture pendant que les gens avaient l'impression que lui, il se servait un petit peu plus que les autres. C'est ça qui a... Les Ghani? Oui, aux éléments que André Eugène a ajoutés sur le plan factuel et qui effectivement, ce sont des faits historiques. J'ajoute, et que vous avez complété avec le fait que le président Maurice Yamouro s'est comporté comme un nationaliste vis-à-vis de l'extérieur,
demandant par exemple le démantèlement de la base française, et en dotant le pays de la première télévision africaine francophone. C'était vraiment des actes très forts. À ceci, je voudrais ajouter le fait qu'on a aussi en mémoire que avec les puissances religieuses et les puissances coutumières, Maurice Yamégo avait des difficultés parce qu'il avait une certaine idée de la République et de la nation qui ne correspondait pas tout à fait à ce que ce monde-là pensait. Et tout ça a participé. C'est ce que Souman Touré appelle les forces rétrogrades, en quelque sorte. Oui, Souman Touré et la RDP, la Révolution démocratique et populaire, nous appelons tout ce monde-là les forces rétrogrades, pour ne pas dire, utiliser d'autres mots beaucoup plus choquants. Donc il y a tout cet environnement à favoriser le fait que, au niveau aussi social, la gestion du pays laissait à désirer. Et donc les syndicats qui ont mené leur mouvement, je ne pensais pas qu'ils visaient le renversement de pouvoir, non. Ils avaient des revendications qui étaient très claires, à savoir qu'il faut rationaliser la gestion de l'État, il faut que tout le monde se serre la ceinture, il faut donc sanctionner. Il y avait effectivement des cas de violation grave des droits de l'homme qui étaient posés avec certains parents de Maurice Yamégo, comme l'a dit Eugène, dont on parle, ce n'est pas des esprits phénomènes, il y a des gens qui ont vraiment souffert dans leur chair. Cet aspect de répression qui existait aussi sous ce régime-là. D'accord. Donc, maintenant, ce que je voudrais, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que malheureusement, on oublie tout ça. Et vous verrez même dans tous les discours officiels, à partir de maintenant, du pouvoir du MPP, on ne parle plus du 3 janvier. On ne parle que d'octobre 2014. Alors qu'avant, tous les pouvoirs qui sont succédés, dans toutes les manifestations, on a rappelé les vaillantes luttes. Les vaillantes luttes. Et ça, c'est dû à quoi? C'est une évolution normale de l'histoire ou des gens, ou est-ce que c'est une volonté politique de faire un crime de l'histoire? Moi, je crois que, comme on le dit, la nation burkinabé n'est pas née en octobre 2014. C'est un processus et il faut qu'on tienne compte de tout ce processus-là. Sinon, on va se casser la pipe. André, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose par rapport aux difficultés que Monsieur Maurice, puisque c'est comme ça que beaucoup de gens... Président Maurice Yamégo. Oui, Monsieur Maurice. Les gens l'appelaient Monsieur Maurice. Avait de la difficulté avec les institutions religieuses et les institutions coutumières. Il faut rappeler que le président Maurice Yamégo avait épousé une femme en seconde noces. Or, vous savez qu'il est catholique. Or, les catholiques refusent que l'on se marie 2 fois. Et lui, il voulait se marier à l'église, ce que l'église... Mais ça, c'est une vie privée. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fonctionnement de la République? Non, puisque l'église catholique a dit, en tant que chrétien, tu ne peux plus te remarier à l'église. Ça veut dire que c'est comme lège-majesté. On refuse à un président de la République quelque chose, mais on a dit dans la foi, ce n'est pas possible. C'est ça qui faisait le problème avec l'église catholique. Et avec les coutumiers, vous savez qu'il fut un moment où les religieux, paraît-il, se sont armés et ils ont voulu aller faire un coup d'État. Donc, les coutumiers. Donc, le Moro-Naba, etc., la chefferie, voilà, elle voulait faire un coup d'État. Donc, d'une manière objective et d'une manière historique, il y a des faits qui ont été posés pour la jeune génération. Pour les jeunes et peut-être même pour nous aussi, oui, pour l'intérêt de l'histoire. Quand on dit que les traditionnels se sont armés pour aller faire un coup d'État, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'ils se sont munis de leurs baguettes et de leurs boudins d'huile, comme on dit, et puis ils sont montés à cheval, ils sont allés vers la présidence pour faire un coup d'État à l'aube. Et puis, bon, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas d'armée en son temps, là. Il n'y avait pas d'armée. Bon, bref, ça c'est... Merci. Évariste Konsebo, le 3 janvier 1966, aujourd'hui, par rapport à notre histoire, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans le cadre de son premier mandat, a émis l'idée, il a fait la proposition de réécrire l'histoire générale du Burkina. C'est à l'occasion plutôt du centenaire de la Du centenaire, bien sûr, oui, de réécrire l'histoire générale du Burkina. Bon, c'est le terme réécrire qui me gêne. C'est comme si... C'est d'écriture, c'est pas réécrit. On n'a même pas ce document. Allez-y. Mais il y a une histoire quand même. Oui, mais il n'y a pas... Par exemple, tout à l'heure, je crois les 2 professeurs, André et Eugène Issaka Lengani, ont évoqué justement le fait qu'on doit être dans une sorte de processus et que la nation burkinabé est en construction. C'est-à-dire que nulle part, bon, on peut bien l'attester. En dehors du fait qu'on rappelle cela aux élèves, 3 janvier 1966, soulèvement contre le président Maurice Yamégo, nulle part on enseigne ces dates-là en fait aux élèves. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on veut rappeler
il faut qu'on puisse accorder, et je pense certainement que les adeptes, ou du moins les chants de la réconciliation, vont vouloir considérer qu'au-delà des questions de justice et tout cela, il y a aussi, par exemple sur les événements historiques, sur quoi on peut s'accorder pour enseigner en fait aux élèves, et c'est tout cela qui fait la mémoire collective. D'accord. Je crois que c'est cet élément-là qui est important, quoi. Bon, enfin, moi, vous disiez que le président demandait qu'on... Oui, pour réécrire l'histoire générale du Burkina, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on dit, il y a des choses qui ne figurent pas ou qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de notre histoire, mais il y a aussi quelque part des choses qui ne sont pas forcément vraies. Mais les faits, parce que l'histoire, c'est quoi? La tradition des faits. Les faits sont là, tout le monde les connaît. Donc maintenant, peut-être qu'il faut... parce que moi, quand vous dites cela, j'ai en mémoire l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique qui avait été commandée par l'UNESCO sous Matambo, où je pense notre illustre professeur Kizerbo même a participé pour une partie. Bon, peut-être que c'est dans cette vision-là que le président Kaboré a voulu que les historiens se réunissent pour peut-être traduire donc tous les faits historiques qui ont jalonné en fait notre État depuis sa création jusqu'à maintenant et en faire un document. Maintenant, le reste de l'intégrer dans le programme d'enseignement, c'est autre chose. Mais en fait, tout à l'heure, pour revenir, André Jeune a fait allusion à l'Église, vous avez parlé de privé, c'est vrai, mais il ne faut pas occulter le rôle de l'Église dans la naissance en fait du syndicalisme. Le syndicalisme naissant au Burkina avait comme parrain l'Église, ça il faut le dire. Les premiers syndicats en fait étaient très puissants, étaient très parrainés par l'Église. Donc n'oubliez pas quand même qu'il y a quand même eu des connexions à ce niveau qui a peut-être été un levier pour peut-être déboulonner le système. Mais pas jusqu'à la seconde épouse qui doit faire un problème quand même. Non, mais enfin, même si les forces quand vous sociales irritez, sont... Ce qui est sûr, il n'était pas en odeur de sainteté avec l'Église. Et je vous dis qu'il y avait des liens entre l'Église et le syndicat, parce que si vous voyez l'histoire des syndicats au Burkina, vous verrez que même l'espace de la Bourse du Travail, il semble que c'est une concession de l'espace même de la mission. Donc, et on dit aussi que, parce qu'on parle d'histoire, on dit aussi que ce coup d'État avait été béni. Non, ça c'est l'autre. C'est le SMRPM, je pense, non? Voilà. Ouais, ben voilà. Moi, ce que je retiens de tout ça, quand vous regardez depuis donc, le fameux coup d'État, d'abord, je retiens que les gens étaient sévères pour Maurice. Maurice a fait 6 ans de règne. Il a été déchu de ses droits. Vraiment, il était très, très sévère. Et il est resté au pays quand même. Et je pense que, bon, maintenant, quand vous regardez les événements qui s'en sont suivis, bon, bien sûr, il y a eu des interruptions de République entre la première et la deuxième. Et la dernière élection, c'était en 78, je pense. Mais après 78, en novembre 82, on a eu le premier coup d'État en 80. Et de 80, 83, 82. Donc finalement, on se demande... Où est passée toute cette ferveur démocratique? Franchement, honnêtement. D'accord. Merci. On va, parce qu'on ne parle de... Maurice a été réhabilité quand même. Oui, par la suite, oui. Mais d'accord, on parle d'histoire et toujours. On parle d'histoire, on parle des grandes histoires, des longues dates, mais aussi des dates à côté. Des petites histoires, peut-être s'il y en a, mais l'histoire, c'est l'histoire. Alors, à Bobo, récemment, on a vu qu'il y a l'avenue Blaise Compaoré et Kadhafi, qui a été débaptisée par le maire, le conseil municipal, pour être rebaptisée avenue Thomas Sankara. Qu'est-ce que vous pensez de ça également? Histoire pour histoire. Lengani, vous commencez. Disons, moi j'ai eu la chance de rencontrer le maire pour discuter, pour avoir d'amples informations sur le sujet. Et d'abord, je le remercie pour avoir accepté de nous recevoir. Et, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pour 2 raisons principales que le conseil municipal a décidé, sur sa proposition, de débaptiser cette rue-là, ce rond-point, et de le nommer donc Thomas Sankara. Disons que c'est le rond-point qui est situé juste vers l'aéroport de Bobo-Dioulasso et qui reçoit donc les routes venant de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali. Voilà. Donc c'est ce rond-point-là qui donc s'appelle pour le moment rond-point de l'amitié arabo-burkinabé et qui était symbolisé par une statue dont une était celle dite de Kadhafi et l'autre de Blaise Compaoré. Selon le maire, donc, ce n'est même pas la statue de Kadhafi, le personnage qui était là-bas. Certains disent que c'est Kadhafi, d'autres disent que c'est le roi Fouad, d'autres disent que c'est le roi, etc. Bon. Dans tous les cas, c'est qu'il y avait une confusion dont les gens appelaient ça rond-point Blaise Compaoré Kadhafi, au lieu de rond-point de l'amitié arabo-burkinabé. Et donc, pour le conseil, il s'agissait
donc de corriger cette anomalie-là, de faire en sorte que, en fait, le nom légal inscrit dans le dossier soit celui que les populations suivent. Et donc, c'est pourquoi ils ont décidé donc pour l'histoire, aux événements d'octobre 2014, ce coin a été vandalisé et les statues ont dû être emportées vers la gendarmerie, c'est pas un truc comme ça. Donc, pour le conseil municipal, donc, il s'agissait donc de réaménager et en réaménageant de changer de nom pour, dit-il, corriger ce problème-là. Et ils ont pensé que la personne la mieux habilitée au Burkina Faso pour représenter donc, ce changement de nom, c'était Thomas Sankara. Donc, si on comprend bien, ce n'est plus une affaire d'amitié arabo-burkinabé, c'est une affaire des personnes maintenant. Bon, c'est ça que nous n'avons pas compris. Bon, beaucoup de gens n'ont pas compris. Par exemple, pourquoi, si effectivement on voulait faire en sorte de suivre l'opinion publique, pourquoi ne pas donc consacrer ce que les populations elles-mêmes ont décidé de dire, c'est-à-dire appeler. Mais dans tous les cas, bon, c'est comme on a dit tantôt, en ce qui concerne l'histoire de notre pays, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ne pas en faire une sorte de perpétuel recommencement. C'est-à-dire que ceux qui arrivent, bon, etc., ben, c'est un peu ça. André Géniveau, très rapidement sur ce sujet. Non, moi je pense que, franchement, je pense que c'est une grosse erreur. Encore une fois, l'histoire, c'est l'histoire. Vous savez, à Ouagadougou, le plus grand boulevard qui mène à la présidence du Faso s'appelle le boulevard Kadhafi. Le président du Faso actuel n'a pas trouvé bon, même s'il l'emprunte presque tous les jours, de le débaptiser pour mettre le boulevard, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de zèle dans le pays. Dans un pays où on ne déconstruit pas l'histoire, quel que soit ce que vous vouliez, quel que soit ce que vous voulez dire, vous ne pouvez pas ne pas dire que Kadhafi a fait quelque chose au Burkina. L'hôtel Libya, il faut le débaptiser aussi. Le boulevard Kadhafi, il faut le débaptiser. Je crois que les gens font du zèle. L'histoire, c'est l'histoire. Et ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais, c'est ça qui constitue l'histoire. Et je ne souhaite pas qu'un jour, toutes les personnes qui arrivent au Burkina au pouvoir se sentent obligées de gommer ce que leurs prédécesseurs ont fait pour mettre à la place ce qu'ils veulent. Si on accepte que l'on dégomme l'histoire de Blaise et de Kadhafi au Burkina, un jour on va dégommer l'histoire de Michel Kafando, un jour on va dégommer l'histoire de Zira, un jour on va dégommer l'histoire du président Roch. Et je crois que ça, ce n'est pas bon pour notre histoire. Merci André. Très rapidement, Varis et... Non, enfin, moi, je ne m'en émeus pas tellement parce que je sais que il y a quand même il y a des procédures, hein, et c'est la prérogative en fait du conseil municipal. Maintenant, il se trouve que peut-être que dans le présent conseil municipal, il y a des influences peut-être sankaristes qui ont réussi à ce qu'on débaptise, mais rien ne vous garantit que d'ici peut-être 100 ans, 50 ans, on va pas encore revenir. En fait, ça se fait, hein. On baptise, on débaptise, on rebaptise. Donc bon, disons qu'à l'heure actuelle, c'est ça qui est à la mode, quoi. Donc il faut suivre la mode. Non, je dirais, dans la forme, je pense effectivement qu'apparemment il y a eu la forme puisque c'était une session extraordinaire du conseil municipal et contrairement à ce qu'on a mais en droit aussi, on dit que le fond tient, la forme tient le fond. Oui, c'est ce que je dis. Apparemment, la forme ici semble avoir été respectée. Ce n'est pas sur un coup de tête que le maire a décidé de débaptiser. Oui, mais d'accord, mais quand tel que Lengani le dit, tel que Lengani le dit, c'était d'abord une amitié, c'est une amitié entre notre pays et les pays arabes. Cette amitié est là parce qu'on a les chancelleries, on a toute la coopération avec les pays arabes qui est là, et on débaptise. Dans ce sens-là, on ne rétablit pas la chose comme ça, mais plutôt on change. Maintenant, on oppose. Est-ce qu'on n'oppose pas Blaise Compaoré à Thomas Sankara? Pourquoi vous voulez voir une opposition forcément, puisque ce n'était même pas au nom de Blaise Compaoré? Maintenant, si c'est l'écriture, c'est pour cela que je dis en fait, à partir du moment où c'était une session extraordinaire du conseil municipal et que les conseillers municipaux, dans une large majorité, ont adopté, je pense qu'il faut prendre acte. Et ce sont des polémiques qu'on a un peu partout. Ça existe dans tous les pays. Et comme Évariste le disait, même dans certains pays, 1000 ans après, on entend, il y a toujours ces histoires-là, en fait, surtout par rapport à la colonisation, même dans les pays occidentaux, on déboulonne des statues et tout le reste. Ça, c'est des choses qui existent toujours. Mais je dis si la forme est respectée, et je crois que, comme Lengani l'a rappelé, l'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse qu'officiellement le nom, c'est Place Arabo-Burkinabé,
Ici, on a décidé de mettre des noms, parce que c'est ça aussi, en fait, l'histoire en fait, du pays. Maintenant, si on estime que peut-être, en lieu et place de Thomas Sankara, il y a quelqu'un de plus méritant, on peut, dans tous les cas, c'est des choses qui peuvent être revues. Sinon, autrement, moi, je pense que vraiment, sur cette question de truc, bon, je n'en vois vraiment pas de problème. Et c'est forcément une sorte de contradiction. Vraiment, j'ai vraiment quelques secondes pour vous. Et on va continuer sur les autres sujets qui sont aussi... L'hôpital Blaise Compaoré. Officiellement, ce n'était pas Blaise Compaoré. Hein? C'est maintenant que c'est devenu Senghane. Mais allez demander aux gens de Ouagadougou, quand tu es malade et que tu vas dans cet hôpital-là, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, je vais à Blaise Compaoré. D'accord. Non, je vais dire. La place de la nation, pour des gens, c'est place de la révolution. Mais est-ce qu'officiellement, c'est place de la révolution? Voilà, non, je pense que sur cette question, franchement, si c'est tel que le commun du mortel peut-être s'identifie à travers les rues de Ouagadougou, je ne pense pas que chacun, d'une façon ou d'une autre, essaie de s'adapter. Voilà, tout à fait. Non, mais la position officielle épouse quoi? La perception, l'opinion. Non, je pense que par exemple, pour rappeler, je crois pour le cas de... Moi, ce que peut-être je peux dire pour Bobo Dioulasso, c'est juste à l'issue d'une session extraordinaire. Je crois que dans la ville de Ouagadougou, il y a une commission, et je crois que c'est présidé par Maître Passeri, une commission de la toponymie, qui identifie les sites, les lieux et les avenues pour des baptêmes, et on propose des noms et on argumente. D'accord. Je pense que ça évite les polémiques. Merci. Lenga, il faut terminer avec vraiment juste en une seconde pour nous permettre de... Non, 2 secondes. Parce que moi, j'avais juste donné la version des autorités. D'accord. Je n'ai pas donné mon point de vue. Ok, très rapidement. Qui est tout à fait contraire à ce que pense mon ami Oulon. Pour dire que quand même, on doit respecter l'histoire de ce pays. D'accord. Et l'histoire de ce pays, en ce qui concerne cette place-là particulière, de mon point de vue, le conseil municipal a été trompé, lourdement trompé même, par des gens qui étaient très mal informés sur la situation. Par exemple, quand le maire nous dit qu'il ne voit pas l'intérêt de la coopération arabo-burkinabé. C'est ce que le maire dit. C'est ce qu'il dit dans son argumentaire. Bon, je dis, c'est quand même très grave de dire que la coopération arabo n'a pas de valeur au Burkina Faso. Quand on pense aux banques, même le rond-point, c'est une des rues qui aboutit à ce rond-point-là, qui est financé par le Fonds cohésien, qui a amené qu'on appelle ce rond-point-là arabo-burkinabé. D'accord. Donc, ça, c'est déjà une très grande erreur. Ensuite, en ce qui concerne le contexte national, on ne peut pas ignorer, occulter le fait que nous sommes aujourd'hui dans un processus qu'on dit d'apaisement des cœurs pour aller vers une réconciliation nationale. Est-ce que c'est la peine de prendre des actes qui, à tort ou à raison, peut irriter, peut entraîner des problèmes inutiles? Merci les gars. On va s'arrêter là. On continue par les politiques avec la réélection de M. Alassane Bala Sakandé comme président de l'Assemblée nationale. On rappelle qu'il avait donc assuré l'Assemblée sur 3 années après le décès donc, de Salifou Diallo. Et il a été réélu, on va dire, comme à la soviétique. Parce qu'il y a 127 députés à l'Assemblée nationale et tous étaient présents ce jour-là et pour la validation des mandats et puis l'élection du président. Sur les 127 présents, 123 ont voté oui, favorable donc à M. Bala Alassane Sakandé, qui était le candidat du MPP, il faut préciser. Et il y a eu le candidat de la majorité présidentielle. La majorité portée par le MPP. Il y a eu 2 non et 2 abstentions. Alors, analyse politique. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est ce qui se dit, est-ce qu'aujourd'hui, à regarder ça, est-ce qu'il y a une opposition parlementaire aujourd'hui, Évariste Concevedo, ou alors c'est juste une expression de confiance au président de l'Assemblée, mais que dans la suite du processus de l'Assemblée nationale, l'opposition va donc se redéfinir et jouer son rôle pleinement? Ou alors on revient aux années d'Assemblée monocolore? On n'ose pas y croire parce que, bon, s'il faut voir, par exemple, le fait que M. Bala Sakandé, l'oiseau rare, parce qu'il faut le dire, parce que, bon, dans ce cas-là, c'est vraiment l'oiseau rare, réussir dans un tel environnement à fédérer tout le monde, c'est très rare. Quand on sait vraiment les ambitions, parce qu'il n'y a même pas eu je pense qu'il n'y a pas eu d'autres... Il n'y a pas eu de candidats. Ça veut dire certainement peut-être que c'est une reconnaissance de la qualité donc, de sa gouvernance précédente. Mais maintenant, bon, moi, je ne vois pas du tout une absence d'opposition par rapport donc à la gestion parlementaire, à la vie parlementaire. Non, une chose peut-être est de fédérer derrière donc sa personne, mais je me dis que quand il va s'agir donc peut-être de jouer le rôle en fait de parlementaire, les députés, chaque député va agir en son âme et conscience et en fonction des intérêts supérieurs donc de la nation.
Je distingue en fait un peu les deux événements en fait. Non, ma lecture n'est pas pareille que celle d'Évariste. C'est vrai que le président Sakandé est un homme de consensus, il rassemble large, les gens lui reconnaissent la qualité de parler même avec les gens avec qui il n'est pas d'accord. Mais ça, c'est quelque chose. Mais je lis cette élection, en fait, pour moi, c'est 125 personnes contre 2 abstentions, parce que ceux qui ont voté les abstentions, là, vous ne pouvez pas, dans une situation, dire tout ce que vous faites, moi, je n'ai rien à dire, faites ce que vous voulez. Ça, c'est donner une caution à la grande majorité. Donc, pour moi, c'est 125 personnes qui l'ont élu contre 2 personnes qui ont dit non. Ensuite, ma lecture, c'est que je rattache cela à l'élection même l'élection présidentielle. On comprend pourquoi le président a gagné une fois un coup KO. Parce qu'il y a des gens même qui, au dehors, parlaient haut et fort, et dans l'autre sont allés voter pour lui, comme pour le président Sakandé. Moi, j'aurais dit pour le principe démocratique. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la gauche et la droite. Mais comme les idéologies n'existent plus, on comprend. Sinon, pour le principe, quelqu'un devait se présenter. Même s'il a une voix qui est la sienne, dire « j'ai cherché mais je n'ai pas eu ». Mais que tout le monde se rallie. Or, l'opposition, elle est parlementaire. L'opposition n'est pas exécutive. C'est au Parlement que l'on fait une opposition. Dès le départ, 125 personnes disent « oui, nous, on est d'accord avec tout ce que tu vas faire et tout ce que tu fais ». Non. Alors, maintenant, si quelqu'un sort demain pour nous dire que lui, il est l'opposition parlementaire, qu'il est le chef de file de l'opposition, nous, on va lui dire « il ne faut pas nous prendre pour des nez percés, parce que dès le départ, vous n'avez pas dit que vous êtes de l'opposition, vous vous êtes rallié au monsieur, ce qui est très bien pour lui et ce qui est très bien pour la République, parce qu'on part vers comme le Mali, là, au temps de ATT, où tout le monde a dit « tu es joli, tu es beau, tu n'as rien à dire », et tout le monde va avec lui. Donc, il ne faut pas que quelqu'un sorte ces 2 jours-ci, là, pour venir nous dire que lui, il est de l'opposition parlementaire, parce que dès le départ, ce n'est pas ce que vous nous avez dit. Les entourloupes, on en a assez. D'accord. Moi, je vais dans le même sens que mon voisin. Mais est-ce que, comme on l'a dit, etc., c'est peut-être la personnalité qui transcende, une certaine confiance, mais est-ce que ça pourrait empêcher qu'après, dans la suite du travail parlementaire, il n'y ait pas d'opposition? Est-ce qu'on pourrait croire qu'une telle chose arrive? La personnalité, bon, c'est vrai que Bala Sakandé a un certain charisme qui s'est affirmé, qui s'est bonifié avec le temps. Il faut l'en féliciter. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait justifié les 123 qui ont voté pour lui, les 125 en réalité. Ça, je suis d'accord avec André Eugène encore. Pour moi, c'est la preuve qu'au Burkina Faso, nous sommes dans une vaste hypocrisie intellectuelle. C'est-à-dire, les hommes politiques, l'élite politique, nous prend pour ce que nous ne sommes pas. Et je suis tout à fait d'accord avec André Eugène pour dire que demain, il ne faut pas que quelqu'un sorte aligné 10 noms derrière lui pour nous dire qu'il est un groupe parlementaire de l'opposition. Ça ne voudrait rien dire. Sinon que montrer que ces gens-là sont effectivement des gens qui jouent la comédie. Parce que s'opposer aujourd'hui à l'Assemblée, ça fait partie du contrat que les populations ont confié à certaines personnes au cours de l'élection du 22 novembre. Oui, mais, on vous dit... Négani Saka, est-ce que l'opposition à l'Assemblée, c'est une opposition qui répond aux fonctions, aux prérogatives du Parlement, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement, voter la loi, etc., consentir l'impôt? Est-ce que le vote du président de l'Assemblée ou la direction de l'Assemblée, ça a quelque chose à voir avec ces prérogatives? Est-ce que ce n'est pas pour autant, c'est pas pour cela qu'on voit, par exemple, est-ce qu'il faut rentrer dans une querelle, j'allais dire querelle de personnes ou querelle... Ce n'est pas une querelle de personnes, c'est le jeu normal des institutions. On l'appelle opposition parlementaire. Ça veut dire qu'il y a une majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire a son candidat qu'elle a proposé. Il n'y a pas de raison que l'opposition parlementaire aille voter pour le candidat de la majorité présidentielle. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire que vous n'avez pas
vous n'êtes pas capable de sécréter une personnalité à même de concurrencer ça. On rappelle que dans ce cas, l'opposition si parlementaire... ce leadership-là est reconnu, vraiment qu'on ne vienne pas nous parler encore de groupe Si on fait la comptabilité, l'opposition parlementaire pourrait se résumer à 25 personnes. On a par exemple le CDP qui a 20, on a l'ADF-RDA qui a 3, et on a Agir Ensemble qui a 2, ça fait 25 députés. Et là, on a eu deux noms et deux... L'UPC, c'est encore... deux noms et deux... Et deux abstentions, c'est 4 au total de 25, on a 21 députés. Allez me prouver que c'est ces gars de l'opposition qui ont eu le courage de voter, ça peut être des gars de la majorité. Non, plus le scrutin est secret. Est-ce qu'il peut vous venir à l'idée qu'en France, quelqu'un du Parti socialiste aille voter publiquement un gars de la droite? Est-ce que le mandat, on dit que le mandat du député, la Constitution dit que le mandat du député est un mandat, est un mandat non impératif. Donc, est-ce que les députés sont obligés d'aller voter les partis qui sont... Non, je n'employais pas les mots que Isaka a prononcés, même si je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut que les gens prennent les Burkinabés pour ce qu'ils sont. D'accord. Il y a des gens qui ont voté pour vous parce que vous nous avez dit que vous êtes une opposition et que vous voulez le changement. Vous ne pouvez pas en un tour de main venir changer comme ça. C'est manquer de respect pour les gens qui ont voté pour vous. Atiana, est-ce que c'est pas trop être un peu à la décharge de l'opposition parlementaire, parce qu'il en existe, il y a une opposition parlementaire. Le président Edi Komboigo a dit qu'il va assumer ses responsabilités du CEFOP. L'ADF-RDA a fait un déplacement pour voir le Edi Komboigo pour qu'il s'entende comment mener cette opposition et tout. Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'existence d'une opposition parlementaire qu'à la décharge de cette opposition-là, il faut dire que ce n'est pas encore sur les prérogatives du parlementaire qu'ils sont? Non, s'il y a opposition, c'est que c'est juste formel et c'est juste pour faire de la figuration. Je suis désolé. Je pense que ce qui s'est passé à l'Assemblée par rapport au paysage, je pense que ça manque de logique, de cohérence et de constance quand même pour les députés qui sont issus des partis qui soutenaient des candidats à l'élection présidentielle. Parce que mon raisonnement, c'est tout simplement sur le plan politique. On avait 13 candidats à l'élection présidentielle, donc 13 projets de société. On a même vu des gens qui croyaient si fort que pour eux, on ne peut pas gagner au premier tour et qu'il y aura forcément un second tour. Il y a eu un accord qui a été signé, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un projet de société au-delà. Peut-être que je rêve ou bien je suis idéaliste, mais je suppose que Edi Komboigo, Zéphirin Diabré, Kadré, ainsi de suite, ont des projets de société différents de celui de Roch-Marc Christian Kaboré qui a été élu. Si vous venez à l'Assemblée et que vous avez engrangé, à défaut d'avoir la présidentielle, vous avez engrangé des députés et que le candidat du parti présidentiel se propose pour être président de l'Assemblée et qu'à défaut que vous présentez un challenger, bon, moi je suppose que franchement ça manque de logique, de cohérence et puis de constance. Parce que c'est pas toute l'ambiance qui a prévalu à cette campagne où on a dit il faut apaiser, il faut de l'apaisement. Est-ce que l'Assemblée ne donne... Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est un problème que dans les rangs de l'opposition, quelqu'un dise que je suis candidat pour face à Sakandé? Est-ce que c'est la bagarre? C'est le jeu normal. Maintenant, ce que je veux ajouter, c'est de dire tout simplement, moi je suis quand même étonné. C'est dire que ici, et là je suis d'accord avec André Eugène, c'est dire que vous présentez, ce sont des positions de principe pour dire que la politique que vous allez mener, parce que Alassane Bala Sakandé, il est là, il contrôle une institution qui est censée faire le contrôle, qui va voter les lois. Et ces lois émanent du projet de société de Roch et présenté par Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, ça veut dire que vous avalisez d'une certaine façon. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent après pour dire on est de l'opposition. Si on est de l'opposition, c'est juste pour partager les postes. Parce qu'il faut dire qu'à l'Assemblée, les textes internationaux obligent le partage des postes. C'est-à-dire qu'après, il y a 5 vice-présidents. Et parmi les 5 vice-présidents, il faut une place pour l'opposition, les groupes parlementaires, les parlements régionaux. Donc, les gens sont dans ces positions. Si les textes l'ont prévu, on n'a pas besoin donc de... Non, c'est pour dire que les gens sont dans ce genre de position. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé, c'est quand même assez bizarre. Vous avez, parmi ces députés, vous avez 2 qui étaient candidats pour la présidentielle. Edi Komboigo était en même temps candidat pour la présidentielle. Zéphirin Diabré était en même temps candidat. C'est dit que c'est le prolongement. Vous ne venez pas, vous vous asseyez, vous dites, vous votez pour quelqu'un qui... C'est dit, à défaut, c'est quand même quelque chose d'assez ce sont eux qui ont voté contre.
C'est possible, mais comme c'est à bulletin secret, on sait D'accord, jamais. allons-y. Mais maintenant, sur le plan personnel, je pense que pour Alassane Bala Sakandé, c'est une bonne opportunité parce que ça montre une marge de progression. D'accord. En 2017, après le décès de Salif Diallo, il avait été élu, je crois, avec 104. Là, maintenant, il est à 123. Donc, il a eu, même Salif Diallo, à l'époque, n'avait pas eu 100 D'accord, pour être alors, élu. Donc, c'est pour dire que sur le plan personnel, ça lui permet de remobiliser, de croire que peut-être les perspectives sont encore plus bonnes. Évariste, pour terminer sur... Je suis vraiment étonné des développements, en fait, mais seulement je prends comme seul point d'appui, surtout André Jeune qui est là et qui est quand même un doyen qui sait, que ce soit la Première République sous Maurice, ou que ce soit donc les deuxièmes et les troisièmes avec les interruptions. Moi, je vous défie de me montrer en quelle occasion le Burkina ici a eu une opposition. On n'a pas une culture d'opposition. Même pas avec Zéphirin Diabré? Non, je parle des premières républiques, d'accord, des deuxièmes et des troisièmes. Non, je n'en viens pas là, je remonte un peu. Ça a toujours été des arrangements. Entre Gérard, puis je ne sais pas qui. Donc la démocratie consensuelle. Ça a toujours été comme ça. Bon, maintenant, attendez, les gens se sont toujours arrangés. Parfois même ça se tenait sur un mouchoir, les cas de 2 ou 3 députés. D'accord. Maintenant, on critique les résultats. C'est le choix des Burkinabés. C'est les Burkinabés qui n'en veulent pas. Les Burkinabés ont décidé, à travers les résultats des urnes, qu'ils voulaient cette configuration. Pourquoi vous voulez donc... Non, mais attendez. Non, même à l'Assemblée, quand vous regardez les nombres mécaniquement, même si, moi je veux bien, si on reste sur le plan des symboles, oui. Et même si M. Idi Komoyo avait été candidat, il aurait fallu vraiment, je ne sais pas quel miracle. Il aurait pu faire un travail pour se préparer. C'est comme le les conseils municipaux. On va évoluer. Le travail n'est pas au perchoir. C'est comme les conseils municipaux. Le travail ne se fait pas. Non, comme vous l'avez dit, le président de l'institution, lui, il coordonne les actions. Le travail se fait sur les dossiers de contrôle des actions du gouvernement, le dossier des projets et des propositions de loi, et aussi sur le budget. Le travail se fait à ce niveau. Peut-être qu'il faudra attendre de voir les députés à l'ouvrage, comme on dit. Est-ce que quand il s'agira de contrôler l'action du gouvernement, quand il s'agira de voter les lois, est-ce que ce sera toujours le même? Pour répondre c'est comme les conseils municipaux. On a eu des scrutins où, au sorti, il y a un parti majoritaire qui a le plus grand nombre de conseillers municipaux, mais on va au vote du maire, c'est un parti peut-être qui est minoritaire qui remporte. Pourquoi ne pas croire à ces chances? Non, mais c'est son opinion. Non, Évariste, oui. je ne peux pas te dire qu'au Burkina et à Haute-Volta, il n'y a pas eu de l'opposition. Toi, tu fais une insulte à la mémoire, par exemple, de Kizerbo, des Joéder, et même... Attends, non. Non, et même au niveau... Même Zéphirin. Merci à vous. Non, Zéphirin quand même... Merci. Attends. André Jeanne, merci. On va parler cette fois-ci, on va changer de sujet. On continue pour parler du discours du nouvel an du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est son premier discours de la première année de son deuxième mandat. Et je voudrais qu'on retienne avec lui ce qu'il a dit. Je pense qu'on va donc se prononcer là-dessus. Il a dit ceci: l'année nouvelle annonce l'an 1 de mon second et dernier quinquennat. Alors, je voudrais vous poser la question, est-ce que le président... Non, il faut le lire, c'est pas comme ça. Il a dit l'année nouvelle annonce l'an 1 de mon second et dernier quinquennat. C'est précis. C'est l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5. Donc ça, c'est l'an 1 de son deuxième, de son second et dernier quinquennat. Alors, je voudrais vous demander à vous, pourquoi le président trouve l'intérêt si tôt déjà de dire qu'il est à son dernier mandat? Est-ce que c'est une question liée un peu à se faire plus transparent dans l'ambiance sous-régionale où c'est une question de troisième mandat? Et d'ailleurs, ici, on en a déjà entendu parler, des thèses du genre, oui, si on change la Constitution, on nous mettra encore dans une question de premier mandat de 5e République. Est-ce que c'est ce qui amène le président ou c'est vraiment une façon pour le président Kaboré de dire les choses sont suffisamment claires? Lengani. Oui, moi, ça m'a beaucoup surpris. Ça, j'avoue que j'ai été surpris par ce bout de phrase-là qui appelle de ma part plusieurs réflexions. La première, c'est que le président fixe le cap. Il dit au Burkinabé, la Constitution vous a permis de m'élire parce que j'avais droit à un deuxième mandat. Vous m'avez accordé le deuxième mandat. La Constitution dit que c'est le dernier aussi mandat que vous me donnez. Et donc, sur cette base-là, je suis engagé avec vous pour le respect de la Constitution. Et moi, c'est une très bonne chose parce que déjà, avec ce qui s'est passé
avec ce qui s'est passé au niveau de l'élection, c'est-à-dire le coup KO, et plus grave, ce qui s'est passé avec l'élection du président de l'Assemblée nationale, où on a vu l'opposition disparaître totalement sous les tables, bon, on a plus ou moins l'impression que le boulevard est largement ouvert, grand ouvert, pour toutes les éventualités. Et donc le président, pour éviter tout amalgame, fixe le cap. Et là, je dis bravo, Roch-Marc Christian Kaboré. Dans ce sens-là, vous avez Lengani Issaka totalement à vos côtés pour vous permettre effectivement de remplir vos engagements. Akiana Oulon, face à l'espoir de Lengani, est-ce que, parce que les gens aussi disent, mais en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara a passé tout son temps à dire qu'il s'en va, qu'il a annoncé des discours internationaux, et puis à la fin, il est revenu dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt, etc. Suite au décès. Moi, j'ai envie de dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina. Donc, les pays sont différents, ce n'est pas le même contexte, il n'y a pas matière à comparer. Sinon, si je m'amuse, je crois même quand pendant les Ivoiriens étaient en train de lutter pour dire non au troisième mandat, ils disaient oui, Ado Burkinabé va au Burkina, et les gens répliquaient pour dire que les Ivoiriens, si vous ne pouvez pas régler votre problème, celui qui a tenté de modifier la Constitution ici se retrouve chez vous. Donc, juste une façon de dire que je pense que les contextes sont différents et vraiment sur la question, il n'y a pas de problème. Et même sur cette inquiétude, je crois que le président du Faso, ou du moins Roch-Marc Christian Kaboré, il y a eu une conférence de presse juste avant la campagne où justement il a été interpellé sur cette question. Il a même dit qu'il est disposé à ce qu'on mentionne dans la nouvelle constitution que ça ne s'applique pas au président actuel. Donc c'est dit que sur cette question... oui, mais pourquoi maintenant, le fait qu'il le dise, qu'est-ce qui l'amène à le dire? Est-ce que c'est pour couper court? Non, c'est pour couper court justement à ses contempteurs, à ceux qui vont être, je ne sais pas, qui vont se réveiller du jour au lendemain et dire qu'il peut continuer. Parce que généralement, on dit que c'est ceux qui sont derrière, c'est ceux qui sont les militants zélés et tout le reste. Donc c'est une façon de dire que bon, cette question, il faut tourner passons à autre chose et travaillons peut-être pour rentrer dans l'histoire. Bon, c'est comme cela que je vois en fait les choses, quoi. Mais je pense que dans le discours quand même, il y a d'autres choses. Oui, non, mais en réalité ici, c'est un sujet important. Non, moi je pense que c'est pour régler la question. Pour le reste, c'est son programme, comment il va le mettre en œuvre. Il parle de réhabiliter le politique, de réhabiliter les politiques, etc. Mais bon, ça c'est des aspects déjà qu'on plus ou moins on s'attendait à ce qu'ils le disent. Je pense que pour moi, le président n'avait même pas besoin de donner cette précision parce que tout le monde sait que c'est un républicain, et c'est un homme de parole et il a toujours été constant. Donc moi, je ne m'inquiète pas du tout de ce qu'il y ait eu des possibilités éventuelles peut-être de faire autrement. Mais je pense que bon, ceci étant, peut-être que si ça peut rassurer les gens, oui, mais bon, moi je ne doute pas du tout un seul instant qu'au terme de son second mandat, il passera la main. Mais ça a été toujours comme ça ailleurs. Hein. Mais non, ça s'est passé. Mais le concernant lui, on a toujours fait confiance. Mais le concernant lui, moi je peux quand même je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Un peu comme Youssoufou au Niger. Voilà, je pense. Il sera exactement comme Youssoufou. André Génibou. Non, au regard en plus de ce, personnellement, au regard de ce que je partage la même conviction que Évariste pour deux choses. Vous savez, au Burkina, il y a deux articles sur lesquels on ne peut plus revenir. C'est la forme républicaine de l'État. Ça veut dire qu'un jour, quelqu'un ne peut pas se lever yada yada pour venir dire que le Burkina là, doit devenir un royaume. C'est impossible. On a écrit dans la Constitution qu'on ne peut pas réviser cette partie-là. Et le deuxième article, c'est de dire on ne peut plus réviser le fait que le président est rééligible une seule fois. Il peut partir et revenir après. Il ne peut pas revenir. Bon. D'accord. S'il a fait 10 ans, s'il fait 2 mandats, voilà, il ne peut plus revenir. Dans le cas de Roch, il ne peut même pas revenir. Même s'il se repose 5 ans pour... Méfiez-vous quand même, parce que les arguties, je le dis quand même. Non. Mais, bon, je voulais dire... Non, c'est la Constitution qui le dit. Et puis, en plus, vous savez aussi, l'homme gère le pouvoir avec quand même un petit fond culturel et avec un petit fond d'éducation. Si vous regardez le président Roch, ce n'est pas une personne qui fait des vagues. Ce n'est pas une personne, même s'il ne parle pas beaucoup, ce n'est pas une personne qui aime se renier. Et là-dessus, c'est vrai que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais je pense qu'il a un fond en lui qui va faire en sorte que peut-être qu'il doit, dès le départ, écouter, je suis à l'an 1 de mon second mandat, de mon dernier quinquennat. Et peut-être que ceux qui voulaient l'induire en erreur, parce qu'on a commencé à voir les gens qui commencent à écrire des conneries sur lui, hein, l'insubmersible, patati et patata. Les gens commencent comme ça pour vous monter la tête.
Mais je pense qu'il a envie de dire aux gens, laissez-moi tranquille là où je suis, je termine mon second quinquennat, et puis je m'en vais me reposer, parce qu'encore une fois, il y a une vie après la présidence. D'accord. Lengane, pour terminer. Moi, je dirais que sur l'onction, vraiment, ce n'est pas biblique, ce n'est pas que les autres donnent sur le caractère de Roch-Marc Christian Cabral, etc. Moi, je ne vais pas le mettre en cause, mais je dis en même temps qu'il faut considérer que nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, quel que soit l'être humain, nous sommes 9, nous ne sommes pas 10. Alors, justement, j'en viens pour dire que si on doit tenir compte effectivement du caractère de Roch-Marc Christian Cabral tel que nous le connaissons, c'est que depuis 3 ans au moins, on aurait fait la réconciliation nationale. D'accord. Parce qu'effectivement, il n'est pas de son caractère de cautionner certains actes de barbarie qui se font actuellement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pourtant, c'est un système. Pourtant, c'est un système. D'accord. Et je suis d'accord avec Eugène quand il dit que déjà, avant même qu'il n'ait commencé ce mandat, il y a des livres qui sortent, il y a des grands sommités qui sortent pour dire que c'est une chance extraordinaire, comme certains ont été le pétrole pour le Burkina Faso. Où on va avec ça? Et je dis... Alors, pour rappeler le professeur Cheikh Théophile Balima qui a dit que Roch-Marc Christian Cabral est une providence, est un homme providentiel pour le Burkina. D'accord. Alors, mais je vais vous... L'autre élément de la question, est-ce que quand le président déjà, il dit, je suis à ma première année, l'an 1 de mon second et dernier quinquennat, quels peuvent déjà être, j'allais dire, ce qui peut déjà se passer politiquement dans sa propre famille politique? Non, mais moi je voudrais d'abord... Est-ce qu'il n'ouvre pas là déjà, je vais dire, un champ de concurrence? Personnellement... Le championnat n'est pas ouvert comme ça? Non, je vais dire d'abord, nous on discute sur cette phrase, mais nous qui aimons la lecture, nous qui aimons les écrits, j'ai apprécié le discours du président Roch, parce que dans son discours, là, vous ne pouvez pas enlever un mot. Souvent, il y a des gens qui écrivent et c'est du verbiage. André Jean Boudot, on va revenir à la question précise. Non. Est-ce que quand le président dit... Nous faisons une analyse. J'arrive. On va laisser la forme et puis parlons de ce élément précis, l'autre volet de la question. Quand le président dit, par exemple, qu'il est en train de partir, qu'il ne fera pas un deuxième mandat pour contrarier tous ceux qui penseraient que, ou lui donnerait certaines prétentions et tout. Mais maintenant, est-ce que dans son propre camp, parce que évidemment c'est un système, c'est un régime qui est là, s'il part, il faut un dauphin. Est-ce que ça n'ouvre pas déjà une concurrence? Mon opinion personnelle, c'est que je regrette actuellement même ce qui se passe. Normalement, dans une institution comme la République, on doit voir venir les gens arriver de loin. Normalement, quand le président a prêté serment là, automatiquement, même avant qu'il ne sorte du palais de sport, là, le Premier ministre là, devait l'aborder et puis lui dire je remets mon mandat. Mais chez nous, la Constitution n'a rien dit dessus. Aucun texte légal ne dit quand le président il est au terme de son mandat, voici celui qui va le remplacer. Non, je vais dire. Sauf dans le cadre de l'intérim. Non, moi je pense que ce qui serait bien, c'est que les 5 prochaines années, dès à présent, les Burkinabés sachent qui veut les présider à leur destinée. Pour qu'on fasse le choix. Effectivement, le risque existe et est réel. Est-ce que vous évoquez que dès à présent, la course en fait pour 2025 ne commence dans le camp présidentiel? Ça, c'est clair et net, il faut le dire. Mais en même temps aussi, c'est pas une surprise puisque les gens le savent. Tout le monde quand même sait que la Constitution quand même a disposé de ce que c'est une disposition constitutionnelle qui dit que... On sait qu'ici, on est dans un régime présidentialiste où le président est très fort. S'il n'a pas dit ça, personne ne va oser tenter un quelconque positionnement. Mais aujourd'hui qu'il a dit, est-ce que ça ne libère pas les énergies? Même s'il n'avait pas dit, ça n'allait pas en fait empêcher les ambitions de s'organiser, même clandestinement, pour pouvoir voir la perspective de 2025. D'accord. Atiana, est-ce que ça ne jouera pas sur la cohésion au sein du pouvoir? Les gens n'ont pas attendu le discours. Déjà, les gens s'organisent justement parce qu'on dit que c'est le passage générationnel. Donc là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Des gens se préparent depuis 2,
Mais quels pourraient être donc les effets, les conséquences de tout ça s'il y a déjà un branle-bas Non, espérons qu'il y aura une saine émulation peut-être au sein de son parti, mais il est évident que peut-être les conséquences, ça ne va pas être simple. Le parti peut voler en éclats et tout le reste. Voilà, c'est ça aussi. Et je pense que c'est démocratique, c'est tout à fait. Il n'appartient pas au président de un parti vole en éclats, c'est démocratique, ça? Non, je vais dire, c'était pour répondre à votre question par rapport au dauphin. Je vais dire, il n'appartient pas à un président de préparer un dauphin, sinon on ne met pas les gens sur le même pied d'égalité aussi. Et je pense qu'il faut permettre aux gens de pouvoir s'émanciper. Terminer, et puis Lengani va... Les conséquences, en fait, risquent d'être néfastes, parce qu'il faut craindre que les gens, au lieu de se concentrer pour permettre au président de réaliser donc les objectifs de son programme, vont se focaliser pour faire autre chose dans les batailles rangées pour pouvoir gagner les élections de 2025. Et donc, il y aura un impact forcément sur la réalisation du programme du président. Lengani, pour terminer, quels pourraient être les effets peut-être néfastes, même s'il y a des effets positifs que le président le dise, pour aujourd'hui faire montrer patte blanche ou en tout cas décourager certaines velléités? Je vois un quinquennat qui va être très difficile pour le Burkina Faso, parce que le premier quinquennat, il y a eu le tourisme, il y a eu la Covid, et cette fois-ci, on va ajouter l'alternance, c'est-à-dire 3 grands mots qui vont frapper le 5e... Il n'y a pas d'alternance qui pose problème, puisque la constitution est claire, le président aussi est clair, donc il n'y a pas d'alternance qui pose problème. Non, il y a un problème d'alternance, puisque l'alternance s'impose. Ok. La loi impose, la Constitution impose l'alternance au peuple burkinabé et impose l'alternance au MPP ou à la majorité actuelle, qui n'a plus le choix de choisir le meilleur d'entre eux, mais qui est obligé de choisir éventuellement un tatampion. Et de faire face aussi à l'opposition qui n'a pas en face aussi, ou qui n'aurait pas en face un candidat président. Moi, je voudrais dire que c'est beaucoup... Ça va être très complexe. D'accord. Merci. J'attends de voir comment tout ça va se mettre en place, mais ce qui est certain, c'est que le parti au pouvoir va avoir d'énormes difficultés parce qu'on voit les ambitions. Au-delà des ambitions, ceux qui veulent 2025, il y a ceux-là qui ont commencé déjà à ferrailler pour que 2025, ça soit encore rock. Merci, André Jeanne. Vraiment, une seconde. Moi, je voulais dire simplement que je ne suis pas la boule de cristal, mais si vous voyez comment le président Bala Sakandé a été repositionné, je ne crois pas, pour ceux qui ont un petit peu su comment ça s'est passé, il y a eu une grande bataille pour que se repositionne. Il y a quelqu'un qui a proposé que ce soit un tel, et puis les gens se sont alignés. Je ne crois pas que dans ce quinquennat, le président... On n'a pas les mêmes informations. Non, voilà. Je crois que dans ce quinquennat, il reste président jusqu'à... Mais il a son mot à dire et il a le dernier mot. Ah, ben si. D'accord. Merci, André Jeanne. Merci. On va parler Covid-19. Je disais, ce n'est pas de la maladie en tant que telle, même s'il faut préciser qu'actuellement, la maladie a fait un rebond. Et on compte par centaines aujourd'hui les cas de personnes affectées. Et par ailleurs, les autorités demandent beaucoup plus d'attention par rapport aux mesures barrières. Mais cette fois, on parlera de l'affaire du professeur Martial Ouedraogo, du nom de celui qui avait coordonné le COURIS par le passé. C'est une question qui est maintenant judiciaire. Il s'agit d'un texte, on va dire comme ça, qui a été fait et qui ne respecterait pas la réglementation, les normes, et qu'aujourd'hui, l'ordre des médecins a déposé une plainte contre le professeur Ouedraogo. Évariste Konsebo. Non, franchement, c'est triste qu'aujourd'hui, dans cette pandémie, au lieu de... Pour un peu caricaturer, nous tous avons suivi les débats en France avec le fameux professeur Raoul. Quelqu'un a-t-il entendu qu'on a déposé une plainte contre lui qui faisait des essais cliniques? Ils étaient dans une période de crise, il fallait soigner les gens sur le plan clinique. Bon, là, bien sûr, si vous voulez que je refasse l'histoire, parce que ça a commencé en avril, hein, et donc au temps fort de la Covid, donc il y a eu donc décision qui avait été dit de mettre en place des comités de recherche scientifique. Pour la pivirine, il y avait le professeur Sylvain et puis Marshall était le coordonnateur. Et pour le palu, il y avait le professeur Tinto qui devait conduire et qui avait même déjà commencé ces essais. Maintenant, bon, on n'a plus rien entendu jusqu'à ce que maintenant, récemment, vers la fin du mois de décembre, il y a eu donc des échanges épistolaires entre donc, le président de l'Ordre des médecins et l'hôpital. Ça a commencé d'abord là-bas, au motif qu'il y aurait des informations faisant état de tests, en fait, d'essais cliniques utilisant la pivirine, qui serait donc un médicament non autorisé au Burkina.
Et suite à quoi, après maintenant, l'hôpital a répondu que, d'abord, j'ai eu la réponse de l'hôpital, j'ai rigolé. L'hôpital dit que, d'abord, dit ne pas être au courant, et par la suite dit que l'organe de régulation des médicaments aurait interdit donc d'approvisionner l'hôpital en médicaments sans préciser le nom d'essai. Donc ça veut dire forcément qu'il y a des essais. Mais la correspondance de l'hôpital nie. Ensuite, il y a eu la plainte au niveau du procureur de l'ordre des médecins. Et le motif, c'est le non-respect donc, de la réglementation en matière de santé publique et en matière d'essais en fait, cliniques. C'est ça, en fait, le fond, effectivement. Ouais, mais André, Évariste Conservo, est-ce que ce n'est pas quand même risqué que pour des questions de santé, on fasse des tests de façon telle que c'est dit, apparemment, c'est clandestin? Je ne suis pas docteur en médecine, mais je suis docteur en sciences de gestion. Mais là, je vais vous dire que la science, c'est la même méthode. On n'invente pas la méthode. Et vous savez, la recherche qui est faite sous en fait, l'instigation du professeur Martial et menée par le professeur Sylvain, il respecte un protocole. Il y a un protocole quand vous faites la recherche. Maintenant, l'ordre des médecins reproche que ce protocole, en fait, devait être approuvé par un comité. C'est ce qui n'a pas été, en fait. Bon, mais dans l'urgence, comme je vous ai dit en France, vous avez vu, on a tiré à boulet sur Raoul. Raoul aussi faisait... Il n'y avait pas de protocole même pour traiter la Covid. Lui, il avait... quand tu es clinicien, les malades arrivent, tu fais comment? Il a essayé, il a expérimenté, et même vous rappelez vous-même qu'après, Macron est allé lui rendre visite dans son centre de recherche. Je trouve que, en fait, bon, attendez, le fond de l'histoire, c'est vrai que ça fait mal. On dit que les Africains ne cherchent pas. Pour une fois que des gens essayent, moi, la question que je vais poser, qu'est-ce que l'ordre des médecins propose? D'accord. Voilà, c'est ça. Oula? Non, moi, je ne veux pas rentrer dans les aspects trop techniques en fait, de la chose. Je pense qu'apparemment, c'est des questions de procédure, de respect de la législation, justement, parce que pour faire les essais cliniques, je crois qu'au Burkina, il y a un certain nombre de textes ou d'étapes à respecter. Mais j'avoue qu'il y a des aspects qui m'intriguent effectivement que le professeur Martial Ouedraogo fasse des essais cliniques dans l'enceinte de l'hôpital Yalgado et qu'au niveau de la direction générale, on dit qu'on n'était pas au courant. Et je pense que dans le rappel des faits, je pense que c'est la Ligue des consommateurs qui a tiré la sonnette d'alerte aussi, qui a alerté qu'il y a des malades qui subissent en fait des soins. Maintenant, c'est de voir est-ce que c'est avec leur consentement, est-ce qu'au Burkina, on peut faire des essais sur des êtres humains malades, est-ce que les cas d'urgence... Quand on fait la lecture des choses, si je m'abuse, mais apparemment, il ressort que dans les greffes, que les malades ne sont pas eux-mêmes... Au courant, voilà. Donc ça, voilà, ça veut dire que si les malades ne sont pas au courant et que ce sont des essais, c'est pas un traitement. Bon, je pense que quand même il y a matière à s'inquiéter. Je pense qu'au-delà aussi, on fait cas d'utilisation de ressources publiques parce que c'était dans l'enceinte du CHU Yalgado Ouedraogo, tantôt c'est dans la clinique où le professeur Martial Ouedraogo en fait travaille. Je pense que tout cela, bon, on est toujours un peu dans cette constance, dans la cacophonie, dans la gestion. Parce que quand il avait été débarqué à la coordination justement pour la gestion, à l'époque, on était sorti pour dire qu'on allait faire le point, qu'il y aura des enquêtes pour situer les responsabilités. Aujourd'hui, on n'a pas la suite. Après, c'est la polémique sur la pivirine. Et la pivirine, ce n'est pas la première fois. Il y a eu les annonces du ministre en charge de la recherche scientifique, Al-Kassoum Maïga, à l'époque. Et je crois que... Voilà, et il y a eu une volée de bois vers des chercheurs à l'époque pour dire que ça ne respecte aucune forme, aucune procédure, et qu'on a dû mettre ça sous boisseau, et après on ressort encore. Et je pense que tout ça, on a eu les histoires parce que... au niveau de la presse, on a interpellé le ministre Maïga pour savoir où on en était. Concrètement, finalement, on ne comprend pas grand-chose. Derrière tout ça, c'est pas... Il y a des enjeux, je pense que... Une bataille de géants, est-ce que c'est pas une c'est possible, c'est possible. Il y a des enjeux, il y a peut-être une bataille de géants également. On peut relever deux choses. Ouais. Sous réserve qu'on ait changé les dates, j'ai vu que la plainte contre le professeur Martial date du 22 octobre. J'ai vu la lettre, la copie de la lettre, 22 octobre. Pendant que ces faits ont été dénoncés en décembre. Comment peut-on porter plainte contre une personne? Bon, mais la cacophonie des chiffres aussi au Burkina, on peut en parler. Hein. Tous les jours, il y a des erreurs dans les dates, etc. Oui, mais ça ne fait pas... Mais du côté du professeur Martial aussi... Mais je voulais dire... Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, le Covid, le professeur de médecine qui a eu le prix Nobel de la paix, ils sont sortis et puis il y a des vidéos qui circulent pour dire que c'est une affaire fabriquée pour fatiguer les gens. Aujourd'hui, la pivirine, si vous partez à l'hôpital,
il y a des médecins, par exemple, si vous avez le bras cassé, il y a des médecins qui vous demandent de faire la radio et ils vous conseillent d'aller même voir un rebooteur. Est-ce que le rebooteur là, est-ce qu'il est inscrit sur l'ordre? Alors, je peux rappeler pour les téléspectateurs, pour ceux qui... La loi numéro 2394 ADP du 19 mai 2014 portant Code de la santé publique et le décret numéro 2010-243 presse, etc. L'ensemble de ces instruments-là disent qu'aucun essai clinique ne peut être entrepris au Burkina Faso sans une autorisation délivrée par le ministère de la Santé après avis d'un comité technique d'examen des demandes d'autorisation d'essais cliniques. Ici, en tout cas, les textes sont là, sont clairs. Apparemment, il y a violation de ces textes-là. Mais moi, je pose la question. Je peux juste intervenir. Oui. Un exemple pour éclairer les gens. Oui. Au temps fort de la Covid, nous avons vu les tradis praticiens, par exemple, qui sont allés voir le Moro et le Moro Naba, et au sortir, ont recommandé des utilisations. Est-ce que ces produits ont été l'objet donc d'une approbation du comité d'éthique? Le ministère de la Santé je pose. Non, mais en fait, c'est que ces gens, l'ordre des médecins devait agir contre ces gens. Non, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans le document, il est dit mais c'est la même chose, puisqu'ils invitent les gens à consommer des produits dont on n'a pas mesuré la toxicité sur les gens. Vous connaissez la toxicité des produits traditionnels que les gens prennent? Non, vous mais connaissez? officiellement, Ah non, mais c'est la science justement. Non. Nous parlons Non, l'apivirine, ce qui est mis en question ici, c'est le degré de toxicité de l'apivirine. C'est ça. Je dis de la même manière, quand les tradis praticiens recommandent l'utilisation de leurs produits, est-ce que vous connaissez quelqu'un a fait une étude sur la toxicité de leurs produits sur les patients? Non, moi je voulais dire que nous sommes en train de racheter une bagarre qui n'est pas la nôtre. Non, nous ne faisons pas de bagarre ici. Non, c'est pas nous. Non, je veux dire les Africains. Les Africains rachètent une bagarre qui n'est pas la leur. Nous, dans le Burkina, les gens se sont soignés d'une manière traditionnelle. Et si vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de gens qui parlent voir les oui, mais André Eugène Boudou, là, c'est le choix de la personne d'aller se soigner traditionnellement. Mais ici, quand on regarde, on dit que le statut, on dit que le statut de ces personnes pour la Covid a été violé par l'équipe de recherche, car ils n'étaient pas censés savoir que ces personnes étaient atteintes de la Covid. En fait, c'est tout ça le problème. Ces personnes auraient saisi la justice. Vous avez eu cas de plainte de ces personnes? C'est ça la question. Moi, je dis qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Légali va prendre la parole. C'est tout. D'abord, moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on s'amuse avec la santé des gens. La santé est une question extrêmement importante, surtout lorsqu'il s'agit d'un mal tel que la pandémie, la Covid, qui fait trembler le monde entier. Et je me dis que l'ordre des médecins est à prendre au sérieux. Ce n'est pas des tatampions qui sont là-bas. C'est des gens quand même qui ont une certaine stature, aussi bien morale que professionnelle. Le professeur Martial n'est pas n'importe qui. Quand c'est un érudit, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui connaît son travail. Maintenant, la polémique qui est née entre les deux place au centre la question du respect d'un certain nombre de normes. Il y a des normes qui sont édictées pour faire un certain travail, mais il faut les respecter. Mais les gars, tout simplement. Très rapidement. Quelles que soient les urgences. Tout ce qu'on dit ici, on n'a pas dit quelque part que les personnes qui ont été qui ont subi ou qui ont été les cobayes de cet essai clinique sont mortes et qu'il y a des dégâts, etc. Est-ce que quelque part, nos médecins ne pourraient pas, pour l'intérêt de la santé publique des uns et des autres, s'entendre que de rester sur des questions, des textes, des dispositions, alors que le plus important, c'est de voir est-ce que le collègue a trouvé quelque chose dans ce qu'il a fait. Moi, je pense que ce que l'ordre des médecins fait est extrêmement important. Si on ne met pas de l'ordre, si on ne met pas le haut là, quand c'est des personnes qui sont censées donner de bonnes solutions, on ouvre la porte au plus médiocre et à faire du n'importe quoi dans ce domaine-là. C'est ça le problème. Le professeur Martial connaît les principes et il faut les lui rappeler fermement. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui n'ont pas son niveau de sérieux, d'honnêteté, de compétence, qui vont se mettre à nous inventer des recherches ici et à nous proposer de n'importe quoi. Quand vous voulez que ce soit les malades qui se plaignent, mais soyons honnêtes entre nous ici. D'accord. En tout cas, à quelle occasion on va évoluer. On aura l'occasion de revenir. Je crois qu'il faut. Oui, mais on va évoluer. Juste dire quelque chose. Oui. En fait, ce qui me gêne dans la démarche, c'est que vous savez, il y a beaucoup de parties prenantes parmi les acteurs en fait de la santé. Mais ce problème-là, ils auraient pu gérer ce problème en interne au lieu de déporter ça
Je ne sais pas pour ailleurs. Merci. Pour la Covid, là, Merci. on sait, par exemple, que le malgache s'est fait fouetter par l'OMS. Ça D'accord. veut dire, non, c'est un clan Merci. qui arnaque les gens sur André les Génigoudou, affaires. merci. On va terminer avec certains questionnements. Quel gouvernement au Burkina Faso, comme quoi aujourd'hui, on attend tous un Premier ministre. On dit que la fumée blanche n'est pas encore sortie. Je ne sais pas si c'est à la primature ou à Kossiam qu'il faut dire. Dans tous les cas, nous sommes tous dans l'attente toujours d'un Premier ministre et puis, bon, évidemment, d'une équipe gouvernementale. Donc moi, je vous pose la question. Qui sera le Premier ministre? Ben, ça peut être André Eugène? Ça peut être moi. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des noms qui sont avancés. Non, j'ai l'étoffe d'être un Premier ministre. Non, ça Oui, peut être d'accord. Évariste, ça peut être toi. Tous les Burkinabés peuvent être... Puisque, en fait, comme l'avait dit le professeur Laurent Bado, ce n'est pas un concours, c'est un choix. Si un jour je passe devant Kossiam et puis par la chambre, le président Roch me voit et puis m'appelle, moi je suis Premier ministre. Mais cela, mis la boutade mise à part, je disais que le drame de nos pays, c'est qu'on ne voit pas venir les gens. Normalement, on devrait savoir dès les élections là, si le président Roch est élu, c'est un tel qui va occuper le premier ministère, c'est un tel qui va occuper tel ministère, parce que ça se sait. Et tant que le jeu politique ne sera pas clair pour tout le monde, où on voit les gens venir à découvert, on va toujours avoir les entourloupes. Aujourd'hui, on va nous sortir encore quelqu'un que peut-être qu'on va aller appeler encore ailleurs ou bien ici, mais tout le monde va être étonné. Normalement, le poste de Premier ministre ne doit pas étonner les gens. Parce qu'on voit les gens venir et on voit les gens travailler et on pense que si un tel gagne, c'est un tel qui va l'aider, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes tous à la conjecture. On ne sait pas qui. Et ça, pour moi, en démocratie, ça ne devrait pas arriver. En tout cas, il y a plusieurs noms qui sont quand même jetés en pâture. Ce sont les Burkinabés. Ce sont des gens, mais ça fait partie peut-être aussi. Les Burkinabés jouent au PMUB. On cite des noms. Je peux citer les noms que moi aussi j'ai peut-être Au PMUB, là, oui. vu là à gauche et à droite. On parle de la reconduction du président de l'actuel PM, donc Christophe Dabiré. On parle de Zéphirin Diabré également. On parle de Ouaro, le professeur Ouaro. On parle de Sungalo Apollinaire Ouattara. On parle de Rosine Koulibaly. Ça, c'est des noms qui sont avancés, pas de Tetu Zongo. Mais pour dire, c'est vraiment ces noms-là qui sont en train de circuler. On parle d'Alpha aussi. Alpha Évariste Kansebo? Non, mais bon, non, pourquoi pas. Je serais tenté de vous dire... pourquoi ne pas reconduire donc le sortant? Il ne fait pas de l'ombrage à quelqu'un, il est bien dans son rôle. Pourquoi pas? Il s'est bien organisé, il s'est coordonné, je ne sais pas. Mais maintenant, tout va dépendre en fait de, comment dirais-je, parce que le Premier ministre quand même c'est un bulldozer. C'est quelqu'un qui va, c'est le premier instrument en fait, un des premiers leviers sur lesquels le président va s'appuyer pour exécuter son programme. Donc, si moi je pars de cette logique-là, je me dis que forcément, ça sera un bulldozer qui va devoir... le PM Dabiré Christophe n'est pas connu pour être un bulldozer, mais par conséquent, par contre, donc, en fait, un homme le choix consensuel. Est-ce que le fait qu'on dise que le président, il a déclaré que dans les 6 premiers mois, c'est la réconciliation, est-ce que ça ne peut pas favoriser ici ou ça ne peut pas nous montrer un peu le profil d'un Premier ministre ici? Lengani? Oui et non. Oui, parce que nommer un Premier ministre aujourd'hui, pour Roch Marc Christian Kaboré, doit viser, il peut avoir deux possibilités. Chercher quelqu'un qui va gérer ce qu'on peut considérer comme une transition entre son mandat passé et celui qu'il a commencé, donc jusqu'à mettre en œuvre les grands chantiers qu'il a prévus pour 2021. Et donc, vous gérez ça, et maintenant quelqu'un qui va gérer l'après, donc programme réel à exécuter au cours des 4 années qui vont rester. Il y a cette possibilité. Il y a aussi la possibilité pour lui de, comme il a dit, c'est son second quinquennat et le dernier, il peut se dire, bon, je mets quelqu'un, comme l'a dit Évariste, un bulldozer qui va me permettre, ce que j'ai promis que je n'ai pas réussi déjà à commencer à mettre en œuvre, et ce que je viens de promettre, comment arriver à exécuter tout ça. Et dans ça, tous les noms que vous avez cités là, on peut en trouver dedans. Hein. Chacun peut. Chacun ils ont le profil de l'emploi. C'est ça, exactement. Sauf que vous ne m'avez pas cité. Ah, d'accord. Ouh là là, il y a autant de velléités de Premier ministre sur ce plateau. Pour terminer, ou non? Pour terminer.
Non, moi je pense que généralement les noms qu'on cite, de par l'histoire, généralement ça ne vient pas quoi. C'est toujours quelqu'un qu'on n'a pas, sur qui voilà, on n'a pas songé. Même sous Blaise, c'est toujours comme ça. Tout le monde va pronostiquer, les noms vont sortir. Après, paf, on vous sort quelqu'un que vous vous attendiez pas quoi. C'est ça. Donc personnellement, je pense que il faut attendre. Maintenant, moi, ce que je déplore, c'est vraiment le temps mis quoi. C'est vraiment le temps mis. Et si, pour quelqu'un qui a été réélu, je pense que dans certains pays, le même soir, on a le nom du Premier ministre. On n'a pas besoin de Parce tout. qu'actuellement, Et je pense que ça sera encore plus... les choses sont au ralenti. Voilà, et je pense que ça sera encore plus décourageant si vraiment c'est Dabiré qu'on reconduit. On aurait pris autant de temps pour vraiment... Oui, on a pris autant de temps. Pas la qualité de la personne, Non, mais le fait qu'on ait mais perdu le temps. du temps. Moi, je parle du temps. Il y a quand même des concertations. Non, Évariste, le monsieur a été réélu, 28 prêté serment. Franchement, si, même le soir, c'est des choses, je pense qu'on peut gagner en temps. Donc, en il faut faisant de aller telle vite. sorte que... Comme tout le monde joue. Et lui-même, dans son message de Nouvel An, il a dit dans quelques jours, on aura le gouvernement. Bon, on est au 3 janvier. Non, Peut-être comme que tout c'est le monde, 4 janvier, comme on tout va le monde avoir joue au et puis PMIB, on tourne. moi je ne parierai plus sur le président. Maintenant, je pense que c'est juste- Attends, pour le premier ministre sortant. Vous avez lu son message quand il a remis son mandat. Si vous lisez ce qu'il a écrit, apparemment, c'est une personne qui sait qu'il ne va pas être reconduit. D'accord. Lisez. Mais merci à vous. Par rapport Oui, très rapidement, une seconde. de Lengani. Moi, je dirais que ça sera peut-être pour quelqu'un qui va gérer une transition parce que il y aura les municipales, après la réconciliation. D'accord. Et sous le on sait que la réconciliation, ça aboutit toujours à des histoires de gouvernement d'union nationale ou bien gouvernement d'ouverture. D'accord. Il faut ouvrir pour que les gens viennent. Merci à vous. Donc, Merci. ça, c'est On aura difficile. l'occasion de parler du gouvernement qui va certainement arriver avant dimanche prochain. On espère bien pour gagner du temps. Merci à vous pour avoir suivi cette émission. Peut-être que d'ici qu'on finisse l'émission, le Premier ministre... Il sera déjà même connu. D'accord. Là, nous, on n'est pas capable de savoir s'il est déjà nommé, mais je pense qu'il n'est pas encore nommé. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. J'étais donc avec Atiana Oulon. Atiana Oulon est directeur de publication de l'événement. C'est un journal d'enquête et d'investigation bimensuel. Merci d'être passé sur ce plateau. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci. N'oublie pas quand même, au début de l'année, là, est-ce qu'on a souhaité la bonne fête à tous nos auditeurs? Bon. À tous nos téléspectateurs. Oui. Lengani Isaka, donc à la droite d'Angèle Eugène Boudreau, journaliste, directeur de l'opinion. Merci. Et puis, Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, président du cercle d'évêques, une association de défense de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Donc, c'était le premier numéro de Presse Éco en cette nouvelle année 2021, tous ensemble ici. On souhaite que cette année 2025 soit une année de bonheur, de prospérité, de santé surtout dans cette situation de crise sanitaire, mais aussi de sécurité pour nous tous, pour ces conseils bien sûr, et puis plein accomplissement à tout le monde. Merci, à la semaine prochaine si Dieu le veut.